parce que le sentiment, c'est peut-être un peu simplet. Je suis né en Roumanie, mais j'aurais pu très bien naître en France, puisque j'étais conçu en France. Mes parents habitaient Paris. Mon père a fait ses études, il a fait son lycée à Janson-de-Sailly, conservatoire de musique à Paris, études de droit, etc. Puis il s'installait ici avec ma mère. Quand son père est mort à Bucarest, il était obligé de revenir pour l'enterrement de son père, et c'était dans les années fin 39. Et début 40, la guerre a éclaté en Roumanie, les frontières ont été fermées, donc moi je suis né en 1940 en pleine guerre, avec des frontières fermées, donc je suis par la force des choses devenu roumain. Ce sera donc une enfance en Roumanie pour le petit Vladimir, dans une famille dédiée à la musique. Son père, Théodore, dit Teddy, est lui-même à l'époque un musicien connu et reconnu. Ma vie était tellement liée de la musique que je n'ai jamais eu une enfance comme tous les autres enfants qui jouent ou autre chose, mais j'étais à faire des heures de violon, même pendant les écoles et tout ça, au point, je me rappelle que mon père, un jour, quand ma mère m'a demandé d'aller acheter du pain en bas, mon père dit, mais il n'est pas question, il n'est pas là pour faire des courses, il est là pour travailler le violon. Donc il m'a interdit d'aller acheter du pain chez le boulanger. Ça pour dire que c'était la musique et rien d'autre. Toutes les fois que je jouais des classiques, il y a les filles qui venaient là. Mais quand je mettais un peu de jazz, toutes les filles, ou pas moi, d'autres, toutes les filles venaient. Moi, comme j'aime les filles, alors je voulais faire ça. Dans les années 47-55, j'étais un enfant de Staline, pionnier, c'est-à-dire j'ai fait toute la marche hiérarchique du jeune communiste avec la cravate rouge. On allait dans des grandes places où il y avait des centaines de milliers de jeunes qui criaient Staline, Staline, et j'étais convaincu et pas du tout obligé ou quoi que ce soit. Tu as joué avant quelque chose d'un peu roumain comme ça, Tzigano. Bucarest, novembre 2011. Vladimir Cosma redécouvre son pays. Tout a changé. Et pourtant, les traces du passé sont bien là. On se trouve Strada Fetițelor, ce qui veut dire en français la rue des jeunes filles. C'était prédestiné, ça. Surtout que par la suite, j'ai fait la musique des jeunes filles d'après Monterland, un film de télévision. Bon, donc, c'était la maison de ma grand-mère. Elle vivait ici avec mon oncle Edgar, grand musicien, frère de mon père. Et je fréquentais beaucoup ma grand-mère qui était elle-même musicienne, élève de Busoni et pianiste. Et c'était un monde de la musique. Quand j'arrivais chez elle, d'abord c'était un monde de tranquillité puisque mes parents, il y avait toujours des disputes et d'autres choses. Et puis elle avait, un piano, donc je l'entendais travailler du Chopin. Parfois on jouait ensemble, elle m'accompagnait au piano et moi au violon. C'était quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné dans ma jeunesse. Ce retour en Roumanie, s'il est l'occasion d'un émouvant pèlerinage, est aussi un rendez-vous musical marquant pour Vladimir Cosma. Il va diriger le prestigieux orchestre philharmonique de l'Athénée, auquel il a ajouté 3 solistes, cymbalum, guitare et violon. Le violon, premier point d'accroche avec celui qui fut l'un de ses complices, le Grand Blond. Ma première rencontre avec Pierre Richard était assez spéciale parce qu'en fait, Pierre Richard, c'était un acteur qui n'était pas du tout encore connu, pas en tant que metteur en scène non plus, bien sûr. Et il tournait son premier film qui s'appelait Le Distrait, produit par Yves Robert et sous la surveillance globale d'Yves Robert, qui était le grand mentor de ce film.
Il vient chez moi, je vois quelqu'un qui vient avec un imperméable gris, d'une tristesse extrême, il ouvre la porte, bon. Je lui disais, mais moi, des instruments dits modernes. Hein. Parce qu'il me disait, je vais te mettre un petit tapis de violon. Et j'ai dit, non, pas de violon, je ne supporte pas les violons. Non, mais juste un petit tapis. J'ai dit, non, je ne veux pas de tapis de violon. Je voulais des guitares rock, je ne sais pas quoi. C'était un peu, comme je vous dis, j'étais un peu sectaire, ça. Alors, il disait rien, je trouvais bien que je lui faisais un peu de peine, mais c'est plus fort que lui. Quand j'arrivais dans le studio à Davout pour écouter, tout à coup, je voyais 25 violonistes. J'ai dit, bon, d'accord, les petits tapis des violons, je suis bon pour. Mais finalement, j'adorais. Voilà notre première rencontre, qui après s'est poursuivie pendant des années, mais avec des petits incidents, parce que bon, j'ai fait le Distrait, qui a été un très très beau succès pour lui, et ça l'a lancé comme metteur en scène et comme acteur comique. Ensuite, Les Malheurs d'Alfred, qui était encore une marche en avant. Et puis, ça a été le film d'Yves Robert, Le Grand Blanc avec une chaussure noire, qui a fait de lui une énorme vedette. C'est lui. Le Grand Blond avec une chaussure noire. Michel. Je me souviens qu'en venant par là, puisque j'arrivais du bout de la rue, souvent il y avait un attroupement devant la maison de mes parents parce qu'ils se chamaillaient terriblement. Mon père était un homme à femme, il aimait les femmes, ma mère était très jalouse et il y avait des cris terribles qui venaient, les fenêtres étaient ouvertes, il y avait des livres, il y avait des objets qui passaient, les gens étaient comme un spectacle, ils regardaient là-haut et moi je me faufilais et je montais chez moi. Ça, ouais, c'est la rue Hollard. En fait, presque chaque quartier a son église. Maestre, să trăiți bine, ați venit. 268 de ani de rugăciune are biserica noastră. Da. În tinerețe ați fost aici. Da, Regale. Uitați la candelabru, este coroana regală. À chaque candélabre, le roi Carol I venait ici prier et venea la noi în biserică. il venait dans cette église. În fața tăgăuțului. C'erau puțin, ce faci, mai delule? C'est un ami, un des vrais amis de la toute petite enfance qui habitait là dans le square que je vous ai montré et que je vois pour la première fois depuis peut-être 60 ans. Parce que j'ai quitté la Roumanie en 62, mais peut-être quelques années avant, on ne s'est pas vu parce qu'on était amis de toute première enfance. Et Mergeam împreună la concerte la Ateneu. ouais, on allait ensemble. Și la Orchestra Cinematografiei, unde dirijor era unchiul lui, domnul Edgar Cosma. Il dit qu'on allait ensemble au concert et on allait aussi à l'Athénée où j'ai eu mes propres concerts et au concert de mon oncle Edgar Cosma. Fost dirijor Orchestrei Cinematografiei, domnul... Mon père a ouvert la voie de la musique en Roumanie, de la musique un peu qui était le contraire de la musique soviétique et de la musique comme ça. Enfin, c'était de la musique de jazz, de la musique légère, etc. Théodore Cosma était directeur de l'Orchestre national de Roumanie, l'orchestre Electrecord. C'est pour lui que Vladimir compose ses premiers arrangements.
nous voici dans le studio où plusieurs artistes occidentaux de passage avaient découvert les talents du jeune Vladimir et conseillé à son père de gagner la France afin d'y développer sa carrière. C'était un orchestre plutôt jazz, avec une rythmique et tout ça, alors que maintenant, je vois, il y a un cymbalum. Le piano. Voyons si c'est le même piano. Ah oui, c'est le même Bechstein. L'orchestre de mon père comprenait des personnalités, des individualités extraordinaires. La plupart d'eux étaient tziganes. Évidemment, pour moi, c'est un endroit tout à fait exceptionnel, puisque mes premières compositions et mes premiers arrangements, je les ai faites et on les a créés dans ce studio avec l'orchestre de mon père, qui était tout étonné de voir que son fils, de sa progéniture de 14 ans, était passionné, arrivait à écrire de la musique pour son orchestre. Nous sommes ici dans le théâtre du Châtelet, qui est une salle très impressionnante, remplie de souvenirs et de moments marquants dans la musique, puisque quand on vient ici, on se souvient qu'il y a eu Tchaïkovski qui a joué ici, il y a eu Richard Strauss et plein d'autres, Debussy, et puis surtout la première de la Petrouchka de Stravinsky et les ballets russes, etc. Donc quand on arrive ici, c'est un temple de la musique, un temple de la danse. Et on est très impressionné, je suis très impressionné et même écrasé par le poids de tant de choses qui sont passées ici. À côté du violon, j'ai commencé à composer et à suivre des études de composition classique, traditionnelle, solfège, harmonie, etc. Mais vers l'âge de 13 ans, 12-13 ans, j'ai découvert le jazz à travers les premiers disques de Jerry Mulligan avec Chet Baker et de Miles Davis, les célèbres enregistrements Birth of the Cool, qui était la naissance du cool et qui m'ont ouvert cet univers extraordinaire qui est le jazz. Le jazz, c'est l'univers que choisit Vladimir Cosma pour Le Jumeau. C'est aussi l'occasion de réaliser un rêve d'adolescent, solliciter le grand trompettiste Chet Baker. Grand, mais imprévisible. Rendez-vous à 1h chez moi, j'attends 1h, 2h, 3h, il ne vient pas. Vers 4h, le téléphone sonne, c'était Chet Baker qui me dit « Excusez-moi, je suis en Italie, ma voiture est en panne, j'ai pas pu venir. Mais demain, je serai là à 1h sans faute. » Le lendemain, le même topo. À 1h, j'attends, pas de sonnette, rien, 2, 3h, 4h. Vers 4h, il m'appelle « Excusez-moi, je suis navré et tout ça, mais je suis à Lyon. J'ai réparé ma voiture, mais j'ai pas pu arriver. Mais demain, à 1h, je viens. » Bon, je commençais à être très, très inquiet parce que l'enregistrement avait lieu donc le lendemain de son arrivée. Et je ne voyais pas comment matériellement on pourrait faire ça. Donc, j'avais peur. Je me disais, bon, m'a bien prévenu, j'ai pris un risque insensé. J'ai même contacté un grand trompettiste français pour pouvoir le remplacer, pour ne pas perdre tous les grands orchestres qui étaient prévus pour ces enregistrements. Et le lendemain, à 1h, la porte ça sonne, la sonnette, je vais ouvrir la porte, c'était le grand Chet Baker devant moi, mais les mains vides, pas de trompette, accompagné d'une jeune fille. Bon, j'ai dit, mais écoutez, Chet, d'accord, mais où est la trompette? Comment on peut... Il me dit, excusez-moi, mais la trompette, j'ai dû la vendre pour réparer la voiture. Mais ne vous en faites pas. Demain, je louerai 2 trompettes et on fera les enregistrements comme ça. Je dis, mais c'est pas possible, louer des trompettes, c'est pas... Bon, enfin, j'arrive vers 7h avant pour préparer la séance et dès que j'ouvre la porte, de loin, j'entends une trompette
qui jouait, j'entends Chet Baker, qui était déjà là au studio, dans la grande salle, et j'entendais sa sonorité extraordinaire, il jouait, mais il ne jouait pas ma musique, il jouait autre chose, il s'exerçait, il faisait, bon, j'entre, je le vois là, je commence à répéter avec l'orchestre, il ne jouait jamais. Dès qu'il entendait l'orchestre, il s'arrêtait de jouer. Je me disais, mais il ne jouera pas. C'est-à-dire que moi, j'ai oublié ça. Je me suis dit, bon, ben, je vais enregistrer avec l'orchestre. Je répète avec eux. Et puis, je fais la première prise, musique 1, première fois. Et là, tout d'un coup, je le vois mettre la trompette à sa bouche. L'orchestre commence. Et il commence à jouer sans aucune faute, merveilleusement bien. Extraordinairement formidable, si je peux dire ça. J'étais très attiré par la chanson de qualité, chanson américaine ou française. Ma mère écoutait beaucoup Édith Piaf et ça me bouleversait chaque fois que j'entendais ça. Donc petit à petit, en dehors de la musique classique, j'ai commencé à approcher toutes sortes d'autres musiques, le jazz, la chanson et les musiques populaires de mon pays et de toute l'Europe centrale et par la suite du monde entier. J'ai reçu l'amour en héritage, un matin au pays des cigares. La folie. Raluca, c'est une relation unique dans ma vie, une sorte d'amitié amoureuse. On se connaît depuis que j'avais, moi, 13-14 ans. Toi, je ne dirais pas ton âge, parce que tu es sans âge, mais enfin... C'est pas grave, quand elle je venait... le porte bien. Quand elle venait me chercher au lycée, elle venait, c'est une superbe fille, tous mes camarades regardaient avec une espèce de jalousie et d'envie extraordinaire. On se promenait sur un très célèbre lac à Bucarest, le lac Herăstrău. Où je ramais et Raluca me lisait des poésies. Donc elle a participé un peu à ma culture. Parce que moi j'étais très très musicien, tout ça, la peinture, la poésie, c'était pas quelque chose qui me passionnait à ce moment-là. Et elle m'a fait découvrir d'être coquet, d'être... Non, voilà. C'est plus que ça. C'est plus que ça parce que j'avais des places pour un concert formidable, un double concerto de Bach. Avec Oistrakh et Menuhin qui venaient la première fois en Roumanie depuis la fin de la guerre. Exactement. Et j'avais obtenu 2 places. Et Vladimir était en pantalon court. J'avais pas de pantalon dans ma panoplie vestimentaire. Et ils l'ont pas laissé entrer. Alors, en vitesse, je l'ai amené, j'ai acheté une paire de pantalons longs et c'est comme ça qu'on a pu aller au concert, ce concert. Extraordinaire. Et puis, 3-4 ans plus tard, je partais, j'émigrais en secret avec ma famille et tout ça, on se voyait pas. Comme on vivait dans un régime communiste très dur, tout était secret, donc on ne savait pas ce que les gens font et surtout s'ils quittent la Roumanie. À l'époque, quand quelqu'un quittait la Roumanie, on ne savait plus si on allait se revoir. Peut-être jamais. Raluca connaît bien mon père et ta maman. Et ma mère, bien sûr. Oh, ta maman que j'adorais, Coca. Bien sûr. Oui. Ben, mais c'est comme ça que j'ai appris d'ailleurs que tu partais. Maintenant, je me souviens parce que Coca jouait au Gin Rami avec ma belle-mère. Ah oui. Et elle lui avait dit qu'elle partait. Et c'est comme ça que j'ai su que je me suis précipitée à la gare. Voilà, ça m'est revenu. Donc mon père a organisé sans me dire, puisqu'il avait peur un peu de moi, parce que j'étais pionnier, j'étais communiste dans l'âme et il se disait, il ne faut pas que je lui dise. Il a organisé mon départ avec un monsieur, avec un réseau de gens qui sortaient les gens de Roumanie, monnayant des sommes très importantes d'argent. Donc avec beaucoup de douleur, avec beaucoup
d'angoisse et tout ça, mais en même temps avec une espèce d'espoir de quelque chose que je connaissais pas et avec l'amour de tout ce qui était la culture française et la culture occidentale en général, puisque j'aimais le jazz et tout ça. Nous sommes partis et nous sommes arrivés à Paris. Le retour de Vladimir Cosma en Roumanie est l'occasion de multiples marques de reconnaissance et invitations. D'abord, bien sûr, l'ambassade de France. Vous savez, monsieur l'ambassadeur, que j'ai une émotion extraordinaire de venir dans cet endroit qui représentait dans mon enfance le symbole de la démocratie, de la liberté, de l'ailleurs. Ouais, la France, c'était pour nous, Roumains, quelque chose d'extraordinaire. On passait devant cet endroit qu'on n'osait pas beaucoup approcher parce qu'on n'avait pas tellement le droit. Et voilà, il y a une autre chose qui est assez amusante. Vous savez, mon prénom, Vladimir, mon père qui adorait la France, qui a fait ses études au lycée Jean-Jean de Sailly, il était interne, le conservatoire et tout ça. Ce prénom, il me l'a donné par amour pour la France. Curieusement. Vladimir, oui. C'est plutôt russe. Voilà, c'est plutôt russe. Mais alors, Vladimir d'Ormesson, l'ambassadeur, avait un double V. Voilà, mais moi, c'est vous avez un simple V. Excusez-moi, mais je suis modeste. Je garde ça. Et regardez la surprise du jour. Yves Robert me faisait complètement confiance dans les musiques et il était toujours partant pour des aventures un peu spéciales et des idées un peu originales comme le Grand Blond, la flûte de Pan. Et quand je lui ai amené l'idée dans Un éléphant, ça trompe énormément, l'idée d'accompagner le rêve de la femme idéale qu'avait Jean Rochefort par rapport à Annie Dupéré, lui il avait prévu une espèce de voix éthérée et tout ça. Ça me semblait un peu convenu et je lui ai dit non, écoutez, il faut faire quelque chose de plus original. C'est une femme idéale, c'est comme quelqu'un qui rêve du paradis, d'une île paradisiaque, c'est la mer, c'est le rêve, tout ça. Et tout d'un coup, j'ai eu l'idée d'un mini concerto de piano avec orchestre symphonique, accompagné par de bruits d'oiseaux et des bruits de vagues. J'habitais dans un hôtel pauvre de réfugiés à Levallois et j'étais terriblement malheureux parce qu'il y avait tous les malheurs qui m'arrivaient. Mon père a fait un infarctus, ma mère voulait revenir en Roumanie, ça criait dans l'hôtel là, tout le temps, moi j'avais pas de piano, enfin j'étais désespéré. Et chaque fois que je voulais sortir de ce désespoir et trouver, je sortais là de mon hôtel et il y avait cette espèce d'église Sainte-Odile, j'entrais dedans pour me recueillir. Et première fois que j'arrive, je ne savais pas à quel saint me vouer, quoi, si je peux dire ça. Donc je regarde tout ça et tout d'un coup je vois une jolie sainte. Je vais vers elle et je commence à la regarder, à me recueillir et à penser à tout ce que je veux en étant dans cette église. Et après je regarde, j'ai vu que c'était Sainte Rita. Je me suis renseigné, j'ai appris que c'était Sainte Rita, la sainte des causes désespérées. Donc ça m'allait très bien. Une autre présence féminine va donner à Vladimir l'espoir d'un avenir meilleur. Un des événements marquants qui m'a fait voir Paris sous un autre angle, plus radieux, plus lumineux, ça a été la rencontre avec Nadia Boulanger. Mademoiselle Nadia Boulanger, j'avais cet énorme professeur de Gershwin, de Copland, d'un tas de compositeurs américains, français aussi, comme Michel Legrand et tant d'autres.
s'il a le don extraordinaire, s'il a une technique extraordinaire, mais qu'il n'a pas un caractère, tout est perdu. Eh bien, sans caractère, on ne peut attendre rien de personne. Son encouragement, sa caution morale et intellectuelle a été pour moi essentielle. J'ai amené de Roumanie, qui est venu et il m'a sauvé la vie en quelque sorte, puisque quand vous arrivez à l'Occident, on ne vous donne pas des musiques de films ou des commandes de composition à faire comme ça. Donc pendant des années, j'ai mené une vie de concertiste et de violoniste dans le monde entier, en faisant des tournées en Amérique du Sud, en Angleterre, en France, dans les jeunesses musicales, etc. Alors, voilà, ça c'est une boîte qui vient de Roumanie et au fur et à mesure des tournées que je faisais, je collais des stickers, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, de tous les endroits où je donnais des concerts. Vous avez Porto Rico, à Iowa, en Floride, à Barcelone, à Lisbonne. C'est en image un peu le parcours que j'ai eu avec mon violon, que depuis 20 ans, il reste dans cette boîte et je ne travaille plus puisque je ne fais que composer. Je ne donnais pas beaucoup de prix à la marque d'un violon, à tout ça, depuis le moment de ma jeunesse où j'ai assisté à un concert de David Oistrakh à Bucarest où il jouait du violon et tout d'un coup, il y a une corde qu'il a cassée. Alors je vois, il ne s'est pas arrêté de jouer, il a laissé le violon, il a pris un violon d'un musicien d'orchestre. Il s'est mis à jouer comme si de rien n'était, alors que lui, il avait un Stradivarius, un des plus beaux violons du monde. Il jouait sur un violon d'un musicien d'orchestre, on ne voyait aucune différence. Aucune différence. Ce qui prouve que ce qui compte, c'est la main, le doigt de l'artiste et pas... Je trouve qu'on fait beaucoup de place sur l'importance du violon. Donc moi, je joue sur un violon que j'ai acheté dans la rue avec 100 francs, qui n'est pas mauvais d'ailleurs. Beaucoup pensent que la célèbre danse de Rabbi Jacob est tirée du folklore. Pas du tout, c'est une création de Cosma, que Gérard Houry appelle un matin pour lui dire « Dans un mois, je dois tourner la scène la plus importante du film, qui est la danse de De Funès, et il faut un playback pour cette musique, et je vous demande de faire une maquette pour que je puisse écouter ce que vous pouvez faire sur ça. » Bon, une fois la danse terminée, il fallait trouver quand même le thème principal du film et la musique du film. J'ai trouvé un thème qui me semblait intéressant et rencontre avec Gérard Houry qui vient chez moi. Je lui joue le thème au piano et il est enthousiasmé tout de suite, mais il a mis quand même une petite réserve. Il dit, il faut quand même qu'on aille au studio de Billancourt pour jouer pour montrer à Louis le thème. Je me mets au piano et je joue comme je peux le thème et je passe brillamment encore ce passage devant De Funès qui, grand sourire et grand enthousiasme, me dit « ça y est, c'est formidable ».
c'était pour moi d'autant plus important que De Funès était lui-même un musicien. C'était un ancien pianiste de bar et il me parlait de la musique comme un vrai musicien. Et son appréciation et la lettre qu'il m'a écrite à la suite du Rabbi Jacob, que j'ai d'ailleurs, reste pour moi un des souvenirs les plus émouvants, puisqu'une vedette et un artiste de sa taille qui l'écrivent comme ça, un petit musicien que j'étais, c'est une chose qui m'est arrivée très rarement, surtout à mes débuts. Cher Vladimir, je viens de voir Rabbi Jacob. Votre musique est un chef-d'œuvre qui vous amène les larmes. Vous êtes un très grand monsieur. Merci pour cette jolie musique et merci pour le cœur que vous avez mis dedans. Mon respectueux souvenir à Madame Cosma, je vous embrasse, Louis de Funès. Années 80, La Boum, un des plus grands succès de Vladimir Cosma. En fait, il a bien failli le refuser. Déjà engagé sur 2 autres films, il hésite à en accepter un 3e qui, en plus, réclame beaucoup de travail. Et pourtant, c'est bien lui qui signera le tube de La Boum, un succès planétaire qui lancera la tendance des chansons de films. Voilà, à la lettre B, je sors sur le dossier musical de La Boum. Toutes ces heures et des heures de musique sont dans ces dossiers à musique et qui sont toute ma vie de travail et de musicien et de passion de la musique. On va aller voir une pièce que tu connais par cœur. On a passé beaucoup de moments ensemble et je vais te faire découvrir un secret que je t'ai jamais dit jusqu'à maintenant par rapport à cette pièce. J'adore les secrets. Je ne sais pas si tu as remarqué que c'est une toute petite pièce, alors que c'est un grand appartement, il y a des salons, il y a des endroits où on se demande pourquoi tu imagines que j'ai choisi ce petit endroit minuscule pour faire ça. Ça a été mûrement réfléchi. Alors, j'ai pensé qu'il fallait ne pas se prélasser dans un très très beau studio, dans un endroit très confortable et avoir une concentration qui nécessitait un endroit tout petit et qui demandait de la part des metteurs en scène ou des gens comme toi une décision rapide parce qu'ils n'ont pas envie de s'installer là pendant des heures. C'est tellement petit, tu vois, tellement... Je me rappelle quand tu es venu chez moi, je t'ai joué le thème au piano et tu as été très emballé. Oui, c'est ça d'ailleurs qui est un peu... Parce que, bon, tu as... Oui, mais bon. Ouais. Tu as cette amitié, si je puis dire, de proposer les thèmes. Voilà, il y a des compositeurs qui parfois imposent un thème. On leur explique ce qu'on veut, ils le jouent, ils disent voilà. Alors que toi, tu as le talent et la gentillesse de proposer les thèmes. Et je veux dire que moi, je suis très sensible à ta musique parce que les accents que tu y mets, c'est vrai, c'est très étrange, la symbiose entre la musique et l'image. Et là, il s'est passé quelque chose qui se passe dans l'autre film sans doute, mais là, avec toi, c'était assez exceptionnel. Que tout d'un coup, on a l'impression que l'image ne peut pas se passer de cette musique-là. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. J'ai jamais compris vraiment qu'est-ce que la musique, parce qu'une association de notes, de bruit, on pourrait dire, bon, qui tout d'un coup te séduit, et va séduire à des millions de gens, puisque je crois que tu as vendu je ne sais pas combien de millions d'albums de La Boum dans le monde entier. Bon. Donc ça séduit tellement de gens, et c'est ça qui est miraculeux.
La musique de Diva, film de Jean-Jacques Benex, c'était un moment important dans ma vie de créateur de musique de film, puisque c'était un film qui sortait des comédies à la française, des grandes comédies populaires que je respecte, que j'aime énormément. J'ai essayé de trouver un air inconnu par le grand public et j'ai trouvé l'air de Lawali de Catalani, une œuvre qui n'était plus jouée dans le répertoire depuis très très longtemps et que j'ai arrangée et réécrite pour le film. Si Vladimir a trouvé un air d'opéra, la réorchestration du thème ne convient plus à Jean-Jacques Benex. Et tout d'un coup, on était dans un marasme total puisqu'il me dit « ça ne va pas ». Alors, trouve-moi quelque chose. Je ne trouve pas l'émotion que tu avais quand tu jouais au piano à la maison. Alors, je me mets dans le studio au piano et je commence à chercher un thème. Et tout d'un coup, Benex, il me dit « ça y est, c'est ça le thème ». J'avais appris que je devais avoir une opération cardiaque qui n'était pas urgente, mais qui devait se passer dans les 6 mois qui allaient suivre ce moment-là. J'étais en pleine écriture de La gloire de mon père, château de ma mère. Donc j'avais 6 mois pour écrire cette musique et j'avais vraiment la nette impression que ça va être mes dernières partitions de musique de film, parce que optimiste comme je suis, je me dis bon ben ça va être fini, je veux mourir sur la table d'opération. Ça me fait très très drôle de me trouver devant le professeur Fabiani aujourd'hui dans une situation détendue et presque amicale, alors qu'il y a plus de 20 ans, je le voyais, j'étais tétanisé de peur et ma vie était entre ses mains. Mais un jour, je me trouve à l'hôpital Broussais pour faire des examens. Je vois une vieille dame qui était là, qui sortait d'une opération. Je dis, mais madame, qu'est-ce que vous avez? Elle me dit, ben, j'ai eu une opération cardiaque. Elle avait 80 et quelques années. Je dis, ah bon, mais qui vous a opéré? C'est le professeur Fabiani. Et alors, ben, elle me dit, je suis pas mal. Je dis, mais comment est-ce que vous êtes arrivé au professeur Fabiani? Il me dit, c'est mon généraliste qui était collègue avec lui à l'université. Ils étaient ensemble. Et il m'a dit qu'il avait tellement confiance en lui, à l'époque, qu'il lui avait fait opérer son chien. Et je ne connaissais pas l'histoire de cette dame âgée. Par contre, je me souviens très bien de l'histoire du chien de mon collègue. Ah bon? Je m'en souviens très bien. Il adorait son chien et personne ne voulait opérer ce chien. Et je lui ai opéré son chien, c'est vrai, au laboratoire, pour sauver le chien qui pour lui était quelque chose d'absolument extraordinaire. Le générique début du film où on voit des paysages du Garlaban. Alors le Garlaban, c'est un monticule qui n'est pas extraordinaire, on n'est pas au Nevada ou on n'est pas dans c'est pas le Machu Picchu, ouais, c'est des montagnes un peu escarpées. Quand j'ai vu les images, je me suis dit, bon ben, si je fais une musique trop ample, ça va écraser l'image. Si elle est comme si trop petite, ça va au contraire l'amoindrir et tout ça. Donc il fallait trouver le ton et la couleur qui fasse pas trop grandiose et en même temps qui donne de la force et de l'ampleur.
Entre deux répétitions, Vladimir Cosma reçoit la distinction honoris causa au Conservatoire de musique de Bucarest. Ironie du sort, dans les années 50, il fut exclu du conservatoire par le comité central de l'époque, car sa musique était jugée décadente. Et ce sont les mêmes membres du comité qui l'accueillent aujourd'hui. Cosma remercie, avec un sourire discret. Vladimir Cosma. Pour l'As des As, Jean-Paul Belmondo et son producteur veulent confier la musique à Ennio Morricone qui vient de triompher avec Le Professionnel. Mais Gérard Houry, lui, veut Vladimir Cosma, qui brille du succès de La Boum. Houry organise alors une sorte de compétition amicale et demande à Vladimir une maquette. Et ça, à volonté répétée comme ça, j'ai fait cette maquette et en fin de compte, j'ai été engagé et j'ai fait la musique de l'As des As. Ouais, donc même dans des films comme ça, entre des musiciens qui ont des réputations, il y a une espèce de rivalité et de conflit parfois d'intérêts et bon, on est mis à l'épreuve avec des maquettes, avec des intrigues par derrière, des influences, etc. Voici Le Grand Soir, premier des deux concerts exceptionnels. Vladimir Cosma, qui n'a jamais dirigé sa musique en Roumanie, est particulièrement ému. Le moment fatidique, je ne sais plus s'il faut parler roumain ou français ou tout ça, mais enfin, on mélange les deux, c'est bien. Ça, une belle salle, c'est toute mon enfance, toute ma jeunesse, je venais ici. Et c'est assez marrant parce que je cachais une pièce de monnaie dans le recoin d'une des colonnes en marbre comme ça, et c'était un jeu d'enfant. Vous savez, chaque fois que je venais, j'allais chercher la pièce si elle est toujours là. Elle a toujours été là, sauf que maintenant, après 50 ans, elle n'est plus là. On m'a souvent demandé si j'étais croyant. C'est une question difficile à aborder, à répondre, mais je suis croyant parce que je suis obligé d'être croyant puisque je considère que je ne sais pas grand-chose. Comme je ne sais pas, je crois que l'inspiration, ce qu'on appelle l'inspiration, va me venir. Et donc voilà une forme de croyance. Je crois en quelque chose qui est plus fort que moi. Je ne sais pas si ça s'appelle Dieu ou si ça s'appelle autre chose, mais je crois ça. Vladimir Cosma parle sans se livrer. Travailleur forcené comme l'était son père, compositeur acharné et solitaire, cet homme secret a dédié sa vie entière à la musique.